Bonjour à tous. Merci de vous joindre à moi ce matin à 9 heures, quand même tôt. Je ne suis pas une lève-tôt moi-même, donc merci. Comme vous l'avez probablement déjà entendu, j'ai un léger accent. Je viens de Montréal, donc je suis à Nantes dans le cadre de la Nantes Digital Week et je me joins à vous ce matin pour vous parler de vulgarisation. Avant de commencer, je vais me présenter brièvement. Donc, je suis conseillère principale chez National, qui est un cabinet de relations publiques au Canada. C'est le chef de file, paraîtrait-il, en relations publiques et en communication au Canada. Donc oui, je suis conseillère principale. Je me spécialise plus précisément en communication numérique. Donc, tout ce qui est site web, réseaux sociaux, publicité numérique, mais aussi tout ce qui est en fait conseil sur les enjeux numériques pour nos clients. Par curiosité, avant de commencer, j'aimerais savoir qui dans la salle, en fait, qui j'ai devant moi dans la salle. Donc, peut-être à main levée, juste m'indiquer qui travaille vraiment pur et dur dans la data. Parfait. Qui travaille plutôt en gestion dans des structures de tailles différentes. Parfait. Qui travaille en communication, marketing. OK, parfait. Est-ce que j'ai oublié un secteur, domaine? Génial. Alors, commençons. J'ai quelques petites questions pour vous avant de commencer. Donc, d'abord, qui parmi vous lit ses polices d'assurance? Ouh! Qui lit ses contrats d'embauche en entier? C'est mieux. Qui lit les conditions d'utilisation avant de les accepter? Je serais quand même curieuse d'entendre certains d'entre vous sur pourquoi vous lisez vos contrats d'embauche plus que vos conditions d'utilisation ou vos polices d'assurance. Est-ce qu'il y a des courageux qui veulent se mouiller? Il va me falloir quelqu'un. Oui. Exact. Quelqu'un d'autre? J'imagine que oui. C'est un bon point. Oui. On mesure les conséquences de pourrait y avoir dedans et les CGU, la police d'assurance, c'est pas quelque chose de direct. C'est génial. On est tous d'accord déjà, donc ça va bien. Ensuite, pourquoi, selon vous, vous pensez qu'il serait important pour les utilisateurs de bien comprendre les conditions d'utilisation? Pourquoi c'est essentiel, en fait, pour nous, en tant qu'utilisateurs, de lire ces conditions d'utilisation-là avant de les accepter? Peut-être pas les mêmes personnes. Il est tôt, hein, pour vous faire une ou deux personnes qui veulent se prononcer sur l'importance, peut-être pour les utilisateurs, de lire les conditions d'utilisation avant de les accepter. Ou peut-être que vous n'avez aucune idée pourquoi c'est important. Bon, parfait. Donc, on va poursuivre, puis on va en discuter un peu plus longuement. Donc, on va passer à la prochaine diapo. Je suis venue ici l'année dernière à la Nantes Digital Week. Au même moment de l'année, en fait, en septembre, j'ai assisté à une exposition ici à Nantes qui, en fait, détaillait le nombre de mots et le temps que ça prendrait pour lire les conditions d'utilisation de plateformes comme Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter et, j'en oublie, Snapchat, si je ne me trompe pas. Donc, comme vous pouvez voir sur la diapo, pour Facebook, ça prendrait environ 40 minutes à lire. Pour WhatsApp, on est plutôt à 100 minutes pour 20 000 mots. Donc, je ne sais pas pour vous, mais moi, ça m'avait quand même frappée. Je m'étais dit, ouais, c'est quand même quelque chose d'assez long à lire. On n'a pas tous 100 minutes à investir dans la lecture d'un long contrat légal.
Donc, j'ai commencé à m'interroger un peu sur la vulgarisation entourant le concept de conditions d'utilisation générale ou de protection des données personnelles. C'est quoi, en fait, les conditions d'utilisation? Je pense qu'on a tous une idée de ce que c'est. On a une définition probablement très longue qu'on pourrait trouver sur les moteurs de recherche. Mais en bref, c'est un contrat. C'est un accord entre les utilisateurs et la plateforme sur les usages, les droits et les obligations des deux parties. Donc, un peu comme un contrat d'embauche ou une politique d'assurance, on s'assure que les deux parties sont d'accord. C'est aussi ce qui définit les limites de l'utilisation de la plateforme. Je vous apprends probablement rien, mais je voulais vous donner une définition peut-être un peu plus courte que ce qu'on trouve sur les moteurs de recherche. Il y a quelques considérations aussi, et je vous entends déjà me dire, ben oui, 40 minutes pour Facebook, 100 minutes pour WhatsApp, c'est normal, c'est des textes légaux, il faut quand même se baquer en bon français, donc prendre les précautions nécessaires pour pas qu'il y ait de poursuites contre nous, s'assurer que les utilisateurs aient accès au plus de détails possible. C'est vrai qu'en fait, on veut vraiment se couvrir avec ces textes-là. Les avocats mettent beaucoup de contenu là-dedans. Et je le dis sans affront aux avocats. J'ai travaillé quand même quelques années dans un réseau international d'avocats et pour un cabinet qui se spécialisait en protection des données puis en conditions d'utilisation et autres choses. Mais souvent, en fait, c'était vraiment ce but-là d'allonger à l'infini les conditions d'utilisation pour être sûr qu'il n'y aurait pas moyen de revenir contre l'entreprise ensuite. Un exemple que j'aime bien de mon ancien patron, c'est le manchon de café qui dit « café chaud ». Alors qu'on se dit qu'évidemment, le café est chaud, pourquoi nous avertir? Les conditions d'utilisation, c'est un peu comme ça. Il y a quelqu'un probablement qui s'est plaint que le café était chaud alors que c'était évident. Donc, on allonge les conditions. Par contre, à force de se couvrir, on perd un peu le contact avec l'utilisateur, ce qui fait que de toute façon, il ne lira pas. Peut-être un petit rappel là, sur nos utilisateurs. On les oublie parfois, mais on parle d'une capacité d'attention de 20 minutes. Je pense que c'est un chiffre que presque tout le monde connaît. Par contre, sur des interfaces web, on est plutôt à 8 secondes. On est loin du 100 minutes de WhatsApp. Après ça, pour la capacité de lecture, on est à 15 mots par page. En fait, je parle de capacité de lecture, mais c'est peut-être plus en termes de moyenne de ce que les gens vont vraiment lire et retenir. On est loin, encore une fois, du 20 000 mots de WhatsApp. Et si on parle de littératie numérique ou de la compétence numérique, donc tout ce qui permet, ou en fait, comment on mesure la capacité d'un utilisateur à comprendre une information sur le web, je vous rassure, la France est dans la moyenne, donc félicitations. Je pense que c'est le cas aussi au Québec puis au Canada, mais on a quand même de gros points d'écart là, entre ceux qui performent bien et moins bien, ce qui est aussi proportionnel avec le revenu des parents quand on étudie le niveau des élèves de quatrième. Puis c'est des écarts qui vont se creuser aussi en fonction des inégalités régionales sur le territoire, du nombre de mots qu'on lit par jour à l'école, du nombre de livres qu'on possède. Donc, même si en moyenne, on peut se dire que la France performe bien en littératie numérique puis en compétences numériques, il y a quand même un écart, puis il ne faut pas oublier ceux qui sont un peu plus bas, en fait, dans l'échelle. Pour vous donner un chiffre du Québec, seulement 20% du groupe de personnes considérées faibles, pour ce cas-ci, c'était des femmes, là, faibles utilisatrices d'un ordinateur, au niveau de compétences satisfaisant en littératie. Donc, 20%, c'est quand même très peu. Ensuite, il y a un autre truc important sur lequel je vais attirer votre attention, c'est quand on parle de conditions d'utilisation, on parle de consentement éclairé. On a ce même concept, si je peux dire, quand on parle de médecine. Donc, un consentement éclairé, en fait, c'est, comme la définition le dit ici, mais que je ne vous lirai pas, là, c'est vraiment un consentement qu'on donne en toute connaissance de cause. Mais comment on peut donner un consentement éclairé quand on ne comprend pas ce qu'on lit? C'est assez difficile.
Si votre médecin vous demande si vous êtes consentant à un traitement, mais que vous ne comprenez pas bien ce que ça implique, les risques, les conséquences, les impacts, la douleur que vous pourriez avoir après l'opération, je ne suis pas certaine qu'on va appeler ça un consentement éclairé. Donc, petites étapes là, pour vous parler de vulgarisation. Puis, je n'ai pas non plus la prétention là, de tout vous apprendre aujourd'hui. Je pense que c'est plus un retour aux sources pour qu'on en revienne à quelque chose d'un peu plus digeste pour nos utilisateurs. Autant que les avocats, parfois, tombent dans du jargon, introduisent des mots latins, autant que parfois... Pardon, en tant qu'expert, on a tendance à mettre un peu trop de jargon, ce qui rend difficile la compréhension. On a aussi tendance à avoir des formulations un peu creuses, donc seulement quelques petits concepts qui s'en viennent pour vous aider à ce sujet. Pour parler à nos utilisateurs, il faut évidemment les comprendre. Donc, vous avez ici, en fait, quelques exemples de questions que se posent les utilisateurs entourant la protection des données personnelles. Donc, la plupart des gens vont être dans des questions comme comment les données personnelles sont collectées, comment elles sont partagées, comment elles sont protégées. On a aussi pourquoi elles le sont, qui les utilise et qu'est-ce que les données personnelles. Oups, pardon. En passant, c'est des données, on peut dire, là, qui sont sorties de Answer the Public, un outil super intéressant. Vous entrez des mots clés selon un lieu, puis ça vous dit en fait ce que les utilisateurs recherchent sur le sujet. Donc, on voit que, en fait, même quand on pose la question à des utilisateurs, la plupart, comme vous, acceptent sans lire. Sont quand même capables de brièvement expliquer ce qu'est une donnée personnelle. Donc, par exemple, des données récoltées sur nous, mais qui sont presque anonymes, mais ils ne sont pas capables de dire pourquoi elles sont récoltées ou comment, ça sert à qui, c'est quoi les impacts. Donc, voilà. Quand j'ai commencé à creuser la question sur comment vulgariser, en fait, ou faire en sorte que ce soit plus digeste, j'ai commencé à faire des recherches plus sur des concepts de communication ou les grands principes de vulgarisation. Le problème, c'est que je me suis vite rendu compte que, en fait, l'enjeu n'est pas que les gens ne comprennent pas, c'est d'abord qu'ils ne s'y intéressent pas. Ils ne comprennent pas pourquoi ils devraient investir 40 minutes pour lire les conditions d'utilisation de Facebook et même, en fait, simplement s'intéresser ou participer à une conférence, poser des questions. Donc, ils ne voient pas l'intérêt, en fait. Ça, c'est un grave problème parce que même si nous, de bonne foi, on veut les informer, on n'a pas, en fait, l'intérêt. Donc, on a beau raccourcir ou faire les meilleurs textes ou les meilleurs schémas pour leur expliquer, ils ne vont pas prendre la peine de le faire. Donc, peut-être qu'au lieu de leur parler des règlements, des paramètres, ce serait d'abord d'avoir la conversation, en fait, puis de leur expliquer de manière plus concrète qu'est-ce qu'on fait avec leurs données, quels sont les impacts positifs, quelles sont les conséquences possibles, puis comment vulgariser les réponses à ces questions-là. En parlant avec mes anciens collègues avocats, on se rend compte que oui, on a des obligations légales à avoir de très longues conditions d'utilisation ou de politique d'utilisation. Par contre, il y a quand même moyen de faire un petit encadré, de donner des options aux utilisateurs, d'essayer de leur expliquer. Puis je pense que pour leur permettre de s'intéresser à la suite puis à se pencher un peu plus sur la question, il faut d'abord leur expliquer pourquoi c'est important. Donc, c'est peut-être le premier conseil que j'aurais pour vous de manière plus concrète. Il y a bien sûr de comprendre, puis là, je vois qu'il y a une erreur, il manque l'étape 2, mais comprendre leurs besoins, donc de savoir à quelles questions on a besoin de répondre. Ensuite, c'est d'y répondre en leur donnant des exemples concrets, des impacts positifs et négatifs, parce que je suis convaincue qu'il y en a des impacts positifs à utiliser les données de nos utilisateurs. Sinon, je pense qu'on ne serait pas tous ici au Salon de la Data aujourd'hui. On n'est pas tous des marchandeurs de data. Donc, voilà. Ensuite, cette slide sur laquelle il y a beaucoup de texte, si jamais vous voulez à la présentation, ensuite, je pourrais vous l'envoyer. Donc, c'est pourquoi il y a un peu plus de contenu sur cette slide-là.
Rédiger pour être compris. Donc, d'abord, pensée simple. Il y a le jargon scientifique et légal, bien sûr. On essaie de l'éviter le plus possible. Comme je vous dis, je ne vous dis pas de supprimer complètement les textes légaux puis les conditions d'utilisation dans leur forme complète, mais par contre, pensez à faire un petit encadré résumé. Et dans celui-ci, éviter au plus possible le jargon scientifique et légal, la surenchère verbale. Je ne sais pas si j'ai besoin de donner un exemple de surenchère verbale, mais on a tendance, avec notre belle langue française, à mettre beaucoup trop de mots dans une phrase pour rien. Donc, essayez de vous demander si chaque verbe est utile dans une phrase, chaque mot, chaque lettre. Et donc, oui, puis aussi le choix des mots, choisir des mots simples plutôt que complexes. Des fois, on veut faire beau quand on prépare notre site web. On ne veut pas faire beau, en fait, on veut être compris. Donc, utiliser plutôt des termes comme « après » plutôt que « postérieurement ». Pour nous, ça semble des termes tout à fait compréhensibles, mais pour certains utilisateurs, ils vont s'arrêter à « postérieurement » parce qu'ils ne vont pas comprendre. J'amène aussi votre attention sur le fait que, en fait, en parlant avec une collègue, on a réalisé aussi qu'il y a beaucoup d'enfants qui vont sur des sites web. Je ne pense pas qu'un enfant, à moins que vos enfants soient tous des prodiges, mais qui comprennent nécessairement le terme postérieurement. Donc, pensez aussi qu'il y a malheureusement des enfants qui vont jouer à des jeux sur le web, qui utilisent de plus en plus les plateformes sociales très tôt. Il y a un âge minimum, mais on sait tous qu'on peut tricher. Donc, gardez en tête un langage aussi qui peut être compris par tous les niveaux. Ensuite, clair, sujet, verbe, complément. On a, pour ceux qui ont fait de la rédaction dans leurs études, c'est difficile de se contenter d'un sujet, verbe, complément, parce que faire de la rédaction, et encore une fois, la langue française, c'est beau. On veut faire de belles phrases et de beaux textes stylés, mais pour vrai, limitez-vous à sujet, verbe, complément. Concis. Comme je vous disais, on a une capacité de retenir ou de lire environ 15 mots par page sur le web. Donc, synthétiser, retirer les mots inutiles, comme je vous disais, viser des phrases de 10 mots au plus, parce que la moyenne recommandée est de 15, mais pourquoi pas viser 10? Un petit défi que je vous lance. Soyez concret, donc utilisez des exemples concrets, des causes à effet simples, utilisez des verbes plutôt que des noms. Donc, plutôt que d'utiliser le retirement ou l'enlèvement de certains paramètres, blablabla, ben, utilisez plutôt enlever certains paramètres. Ce sera beaucoup plus facile pour l'utilisateur de comprendre. Ensuite, utilisez des schémas, des visuels, des images, des chiffres. Je suis en train de lire un essai très intéressant sur le design dans les sciences humaines pour tout ce qui touche en fait le numérique. Souvent, on a tendance à travailler en silo avec nos avocats ou en rédaction, mais pourquoi pas inviter vos designers graphiques à travailler avec vous sur le projet de conditions d'utilisation. Pardon. Ensuite, rappelez-vous en fait que vous parlez à des humains. Je pense que c'est ça le plus important pour pas mal de principes, en fait, en communication. On partage du contenu, on expose des données ou des bonnes pratiques, des conditions d'utilisation. C'est la même chose que pour en stratégie de contenu. Sur les médias sociaux, il faut se rappeler qu'on parle à des humains. Il faut se rappeler qu'il faut intéresser les gens. Donc, on ne fait pas juste mettre du contenu pour mettre du contenu. On veut être lu, puis on veut être compris, puis on veut que ça serve. Mais surtout, revenez-en à ce que l'utilisateur a besoin de savoir. Pardon. Ensuite, je ne vous apprends rien, mais pensez à l'expérience utilisateur. Donc, je ne sais pas s'il y a des gens qui ont un background en UX. Les conditions d'utilisation, c'est tout sauf UX, en fait. Pensez à donner des options. Donc, il y a cet exemple-ci que j'aime bien qui, en fait, donne à l'utilisateur des options pour conserver seulement les cookies qui sont nécessaires, seulement ceux qui sont fonctionnels, ceux qui sont pour la performance ou ceux qui sont pour le marketing ou les tiers. Donc, c'est un bon exemple, en fait, de leur expliquer pourquoi vous collectez leurs données ou comment vous les utilisez.
C'est tout simplement là, de leur donner des choix en 1 ou 2 mots qui sont directement liés à votre utilisation ou ce que vous collectez d'eux. Donner accès à un humain, en fait, on a vu aussi dans de récentes études au Canada, mais je suis presque convaincue que c'est le cas en France aussi, il y a une détérioration de la confiance envers les marques puis les services par la digitalisation, en fait, des services. Donc, on n'a plus le conseiller financier nécessairement sur notre compte en ligne pour notre banque. On n'a plus accès parfois à d'autres types de conseillers. Donc, la confiance se perd et s'effrite par cette perte de contact humain et personnel. Donc, pourquoi pas donner accès à un chat ou simplement avoir quelqu'un qui vulgarise le tout là, dans des courtes vidéos. Être inclusif aussi, on parle beaucoup d'inclusivité puis de diversité. Pensez, oui, à être inclusif, mais aussi, je pense qu'on oublie une portion de l'inclusivité qui est tout ce qui est malentendant, ceux qui ont besoin de lire avec le braille, les non-voyants. Donc, tu sais, pensez aussi à avoir des moyens audio, vidéo ou peut-être d'autres types de lecture. Donc, peut-être juste rapidement d'autres exemples là, de conditions d'utilisation qui étaient intéressantes, comme ici Pixabay, que vous devez connaître, qui est une banque d'images libres de droit. Donc, on a encore une fois là, performance, fonctionnalité, publicité. Je pense que ça peut être encore simplifié, encore plus que ça, là, mais je vous laisse être créatif. Sinon, on a ici Canadian Tire, qui est une compagnie canadienne. Donc, en fait, ça, c'est leur politique de protection des renseignements personnels. Je vous étonne sûrement, mais ça fait vraiment 2 paragraphes. Il n'y a pas de suite à ça. C'est sûr qu'il y a un lien, là, pour en savoir plus, mais c'est un exemple qui est donné souvent parce que, justement, c'est assez court. Donc voilà, peut-être une note pour conclure. Je pense que mon rôle aujourd'hui, c'était de venir vous sensibiliser sur l'importance de rédiger pour être compris. Je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises aussi, en travaillant en consultation, on voit que certains ne saisissent pas nécessairement l'importance de rédiger des conditions d'utilisation qui peuvent être comprises puis de les vulgariser. Des fois, ça coûte cher. Engager un avocat pour rédiger ces conditions d'utilisation. Par contre, des fois, ça vaut la peine de mettre le temps et l'argent de plus pour bien vulgariser puis impliquer un designer graphique parce que la confiance des utilisateurs en votre marque ou votre organisation puis la manière que vous collectez leurs données est super importante pour vous éviter des enjeux de réputation. Donc, pensez-y. Voilà.